Depuis les origines de l'humanité, flotte l'idée que deux âmes, lorsqu'elles sont destinées à se rencontrer, tissent un lien capable de transcender les circonstances extérieures et les barrières du temps. Pénétrer ce mystère revient à dévoiler les strates de l'inconscient où résident nos désirs les plus authentiques et les impulsions qui nous poussent vers l'autre. En explorant la rencontre de cœur et d'esprit qui se reconnaissent, nous sommes invités à regarder en nous, à interroger nos projections et à faire de la place pour cette part d'ombre qui fait partie du tout. Ce voyage intérieur révèle comment ces forces psychiques, silencieuses mais puissantes, se conjuguent pour forger l'union que nous appelons destin. Au terme de cette réflexion, constatez qu'aucune force ne peut entraver le flux naturel de la rencontre entre âmes sœurs quand l'inconscient collectif conspire en faveur de leur union. Laissez un commentaire affirmant « Nos âmes sont destinées à s'unir » et partagez ce que vous ressentez face à cette énergie transformatrice. Carl Jung estimait que les rencontres les plus profondes entre êtres humains ne se déroulent pas seulement au niveau conscient. Selon sa psychologie analytique, ce sont les dynamiques inconscientes, notamment la projection, l'ombre et le processus d'individuation, qui façonnent et déterminent les liens les plus significatifs de nos vies. Lorsqu'il semble que deux âmes sont vouées à se rencontrer et à se fondre, il s'agit en réalité d'une danse complexe entre contenus inconscients qui se reconnaissent et s'attirent. La projection est l'un des premiers mécanismes à l'œuvre dans ces rencontres. Nous projetons sur l'autre ce que nous n'avons pas encore identifié en nous, qualité, peur, désir. Cette projection, souvent idéalisée, génère une impression de familière, comme si l'autre était un fragment perdu de nous-mêmes. À mesure que cette image se dissipe, s'offre l'opportunité d'intégrer ce qui avait été projeté, une étape cruciale dans le processus d'individuation. L'ombre, pour sa part, regroupe tout ce qui a été refoulé ou nié dans notre inconscient. La rencontre avec l'autre, surtout lorsqu'on l'aperçoit comme inéluctable, nous confronte souvent à ces aspects sombres de nous-mêmes, ouvrant la voie à la croissance et à la transformation. Au cœur de ce chemin se trouve le mariage alchimique de l'animus et de l'anima, ces principes masculins et féminins présents en chacun de nous. Quand deux personnes se rencontrent avec authenticité et s'ouvrent à l'intégration de leur polarité interne, la fusion des âmes devient l'expression symbolique de la totalité psychique. Ainsi, la rencontre des âmes n'est pas qu'un élan romantique. Elle est archétypale, sacrée et profondément thérapeutique. Elle révèle la voie de la complétude et de la réalisation de soi. Lorsque deux êtres se croisent et ressentent une connexion inexpliquée, presque mystique, quelque chose de plus puissant que la simple chimie est à l'œuvre. Pour Jung, ces rencontres sont souvent impulsées par un travail psychologique profond et inconscient. La projection. C'est par elle que l'âme, en quête de reconnaissance et d'achèvement, projette sur l'autre des éléments non encore intégrés en elle. Ainsi, ce qui ressemble à un coup de foudre peut être, en vérité, le reflet de contenu intérieur réclamant notre attention. La projection se produit quand on perçoit chez l'autre des qualités, des idéaux ou même des ombres qu'on ne parvient pas à reconnaître en soi. Dans le cadre d'une relation apparemment écrite par le destin, cette projection se manifeste sous forme d'un sentiment de familiarité instantané, comme si cet être avait toujours été là, comme si le temps avait finalement réuni ce qui était déjà uni dans un autre plan. Jung disait que l'âme reconnaît ce que l'ego ne comprend pas encore, et c'est pourquoi tant de rencontres exercent une force irrésistible, défiant toute logique. Au début d'une relation marquée par ce magnétisme profond, la projection est positive. Nous voyons dans l'autre beauté, compréhension, force, sagesse. Nous croyons avoir trouvé exactement ce que nous recherchions depuis toujours. Mais cette idéalisation n'est que la première couche d'un processus bien plus complexe. À mesure que la vie à deux s'approfondit, l'image projetée s'effrite, révélant un être véritable, imparfait, contradictoire, humain. Et c'est là que commence le véritable travail. Quand la projection se dissout, se joue un appel au travail sur soi. La projection n'est pas un dysfonctionnement psychique, elle est un pont, un mécanisme nécessaire qui nous permet de créer des liens, de repérer ce qui manque en nous et d'amorcer le processus d'individuation. Dans les rencontres qui semblent inéluctables, la projection agit comme un signal symbolique pour l'intégration de la totalité. C'est comme si l'inconscient disait « Voici le reflet de ton âme, maintenant regarde-toi ». L'autre cesse alors d'être un idéal pour devenir un miroir. Souvent, nous projetons sur l'autre notre propre anima ou notre propre animus, ces aspects inconscients du féminin et du masculin. Chez l'homme,
L'anima représente son âme féminine intérieure. Chez la femme, l'animus incarne son principe masculin inconscient. Quand ces archétypes-là sont projetés sur quelqu'un, qu'il soit du sexe opposé ou non selon l'équilibre psychique de chacun, nous éprouvons une attirance magnétique, comme si l'autre était l'incarnation de notre moi perdu. Ce sentiment de retour au foyer est un signe clair que la projection est en jeu. Mais aussi joli que cela puisse paraître, la projection peut devenir toxique si elle n'est pas reconnue. Trop longtemps entretenue, elle suscite des attentes irréalistes et des désillusions inévitables. L'autre n'est pas, et ne sera jamais, ce que nous avons projeté. Le défi consiste à identifier ce processus et à s'en servir comme outil d'évolution, non comme une cage émotionnelle. La véritable rencontre n'a lieu qu'une fois la projection levée et les individus capables de se voir et de s'accepter tels qu'ils sont. C'est alors que s'ouvre la porte vers quelque chose de plus profond. La relation cesse d'être un théâtre d'illusions pour devenir un espace de vérité, où l'amour repose sur des choix conscients plutôt que sur des fantasmes. Jung nous rappelle que, pour aimer vraiment, il faut accepter l'ombre de l'autre, ses limites et ses douleurs. Et pour cela, il est d'abord nécessaire d'accomplir ce même travail sur soi. Ainsi, la projection n'est ni à craindre ni à fuir, mais à comprendre. Elle est le premier pas vers l'autre et vers soi-même. Quand deux âmes sont destinées à s'unir, cette phase de reconnaissance mutuelle est inévitable. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais une symbolique profonde. C'est l'inconscient qui marmonne. Ta quête de complétude commence ici, dans le reflet de tes blessures non embrassées. Ce n'est qu'après avoir ôté le voile de la projection que l'on peut enfin voir l'autre dans sa plénitude, et ainsi se reconnaître soi-même. Dans les liens appelés destinée, une force invisible transcende l'enchantement initial, l'ombre. Jung montre que cet aspect inconscient, fait de tout ce que nous réprimons ou rejetons, surgit inévitablement dans l'intimité des relations. Lorsque deux âmes se rapprochent avec intensité, ce sont non seulement leur lumière, mais aussi leurs ténèbres qui se rencontrent, amorçant la véritable alchimie relationnelle. Composée de contenus que l'ego refuse, l'ombre reste vivante dans l'inconscient, influençant pensée, comportement et choix. Dans les relations, et plus encore dans celles baignant dans un sentiment de destin, l'autre devient un miroir vivant. Il révèle non seulement ce que nous aimons voir en nous, mais surtout ce que nous évitons. À mesure que la cohabitation s'approfondit, ce miroir renvoie émotions réprimées, traumatismes non résolus, schémas hérités et défenses forgées au fil du temps. Il n'est pas rare qu'après la phase de séduction initiale, surgissent des conflits inattendus. Colère, jalousie, insécurité et peur se manifestent avec force. Nous accusons souvent l'autre d'avoir déclenché ces émotions sans réaliser qu'il n'a fait qu'activer des contenus déjà ancrés en nous. La rencontre avec l'ombre n'est donc pas un échec relationnel, mais un signe de profondeur. Seule une connexion suffisamment intense peut faire émerger ce qui réclame à être guéri. La souffrance qui apparaît alors n'est pas une punition, mais une invitation. Elle nous somme de nous tourner vers l'intérieur, d'intégrer ce qui est séparé, d'accueillir ce qui a été rejeté. En projetant notre ombre, nous attribuons à l'autre des caractéristiques latentes en nous, froideur, égoïsme, manipulation ou fragilité, traits que nous portons aussi, mais refusons de voir. Ce processus est exigeant. Il demande maturité émotionnelle et courage pour assumer la responsabilité de nos propres contenus. Pourtant, c'est précisément cette confrontation qui offre la plus profonde opportunité de croissance personnelle. Les relations qui embrassent cette dynamique deviennent de véritables laboratoires d'individuation, des espaces symboliques où l'âme se façonne par la friction entre lumière et obscurité. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. La relation se mue alors en un canal de conscience. Avec ouverture, sincérité et engagement mutuel, les partenaires deviennent acteurs du processus de l'autre. Ils cessent d'essayer de changer l'autre pour regarder ce que l'autre révèle d'eux-mêmes. Le conflit se transforme en miroir, non en champ de bataille, et l'apprentissage naît de l'acceptation plutôt que de l'imposition. À ce stade, la relation transcende sa forme ordinaire. Elle devient un instrument de transformation, une voie spirituelle et psychologique d'intégration et d'évolution. Les âmes réunies pour ce travail intérieur sont rares, d'où le sentiment de mission qui imprègne ces liens. Même dans la tempête,
une persistance psychique demeure comme si l'inconscient s'obstinait à mener le processus à son terme. Intégrer l'ombre dans la relation ne signifie pas se résigner à la souffrance ni tolérer la toxicité. Cela suppose d'accepter l'autre comme un partenaire de miroir, quelqu'un qui, malgré lui, fait affleurer des parts de nous à réintégrer. L'union véritable ne se produit que lorsque chacun accepte de contempler ses blessures, ses masques et ses défenses. Ensemble, ils créent un espace de confiance où la guérison peut s'épanouir. Au fond, la rencontre avec l'ombre est le chemin le plus direct vers le véritable amour. Un amour qui ne repose pas sur la perfection, mais sur l'authenticité. Un amour qui n'évite pas le conflit, mais l'utilise comme moteur de conscience. Lorsque deux âmes destinées se rencontrent, cet affrontement n'est pas un obstacle, mais un passage obligatoire, car ce n'est qu'en affrontant notre obscurité que nous pouvons atteindre la fusion lumineuse que l'âme avait pressentie dès le départ. Dans toute relation empreinte de ce sentiment de destin, agit une force archétypale sous la surface de la conscience, la tension des opposés intérieurs. Jung identifiait deux archétypes fondamentaux, l'anima, principe féminin inconscient chez l'homme, et l'animus, principe masculin inconscient chez la femme. Ces figures ne sont pas de simples traits de genre, mais des expressions symboliques de la totalité de l'âme. Et c'est dans la danse de ces contraires que réside la véritable union alchimique de deux êtres. Quand un homme tombe amoureux d'une femme, il projette souvent sur elle son anima, mystérieuse, intuitive, presque mythique, elle incarne ce qui manque en lui. De même, une femme amoureuse peut projeter sur l'homme son animus, force, rationalité, décision, le complément de sa nature intérieure inexplorée. Cette projection confère au début de la relation ce caractère mystique et enivrant. Nous avons l'impression d'avoir retrouvé la moitié manquante. Cependant, comme toute projection, cette expérience est éphémère. À un certain stade, la réalité de l'autre prend le pas. Il n'est pas l'image que nous avons créée. C'est souvent à ce moment que les liens se brisent, non par manque d'amour, mais par incapacité à poursuivre l'intégration. Jung enseignait que le but de la vie psychique n'est pas de trouver la complétude dans l'autre, mais d'intégrer les opposés en soi. Le véritable rendez-vous des âmes se construit non sur la dépendance, mais sur l'intégration réciproque des polarités intérieures. Quand chacun apprend à reconnaître sa propre anima ou son propre animus, la relation cesse d'être un espace de projection pour devenir un échange conscient. L'homme, en contact avec sa sensibilité, son empathie et son intuition, qualités liées à l'anima, n'a plus besoin de la femme pour exprimer ses aspects. Il se sent plus entier. De même, la femme qui intègre son animus en cultivant assertivité, logique et clarté, cesse de projeter sur l'homme son pouvoir d'agir. Ainsi, l'autre ne demeure plus un complément, mais devient un véritable compagnon. Cette intégration, que Jung appelait conjunctio ou union des opposés, trouve son origine dans l'alchimie, où l'union du roi et de la reine, du soleil et de la lune, représente la fusion du masculin et du féminin. Ce mariage symbolique est en réalité un processus psychologique profond. L'individu quitte la fragmentation pour tendre vers la totalité. Lorsque deux personnes en voie d'individuation se rencontrent, leur relation reflète cette même totalité, non plus comme idéal inaccessible, mais comme réalité possible. L'union alchimique ne s'appuie pas sur les besoins ou les carences, mais sur des choix délibérés. Elle célèbre l'unicité de chacun et la fusion symbolique qui se produit lorsque deux êtres entiers décident de partager leur chemin. Dans ce type de lien, le désir de fusion disparaît pour laisser place à un partenariat conscient. L'amour, dès lors qu'il est vécu en profondeur, devient plus qu'une simple émotion. Il se mue en voie d'individuation, ce processus qu'identifie Jung comme l'accomplissement du self, la totalité de l'être. Dans les relations empreintes de ce sentiment de prédestination, cette dimension prend une résonance accrue. Il ne s'agit pas seulement d'être avec l'autre, mais de se laisser guider vers des parts de soi inaccessibles en solitaire. Le véritable amour, dans cette perspective, n'est pas une fin en soi, mais un passage vers l'expansion de la conscience. Au fil de la vie, l'être humain cherche à l'extérieur ce qui lui manque intérieurement. Carrière, possession, relations. Mais c'est dans l'amour que cette projection atteint son paroxysme. On attend de l'autre qu'il nous sauve, nous complète, nous justifie. Quand l'amour est véritable, quand l'âme reconnaît en l'autre non un refuge, mais un miroir profond, commence un mouvement de retour vers son propre centre.
L'autre cesse d'être la moitié perdue pour devenir un partenaire de quête. À ce stade, la relation se transforme en chemin d'individuation. Les expériences partagées, émerveillement, conflit, complicité, souffrance, dépassement, deviennent les symboles de notre processus intérieur. L'amour vrai n'épargne pas la douleur, mais nous apprend à la contempler différemment. Il nous révèle que les épreuves ne sont pas des échecs, mais des marches nécessaires vers l'intégration de toutes les facettes de la psyché. Dans l'individuation, il faut affronter complexes, masques, blessures et illusions. L'amour, par son pouvoir de dévoiler la psyché, accélère ce chemin. Il exige authenticité. On ne peut aimer sincèrement en demeurant dans la persona, ce masque social qui vise l'acceptation. La relation invite à l'abandon des faux semblants, à la transparence, à la rencontre nue avec soi et l'autre. Et c'est précisément le cœur de l'individuation, renoncer aux illusions de l'ego pour s'approcher de la réalité du self. Pour Jung, le self est l'image de Dieu en nous, le noyau organisateur de la psyché, l'équilibre entre opposés. Quand deux personnes se relient en conscience, qu'elles aident mutuellement à reconnaître et à intégrer leurs contenus inconscients, elles servent le processus du self. Elles bâtissent ensemble un espace de guérison et d'expansion. L'amour devient alors une pratique spirituelle, non religieuse, mais un retour à l'essence. Cette trajectoire n'est pas linéaire. Elle oscille entre construction et déconstruction, union et séparation symbolique, silence et reconnexion. Chaque phase apporte son lot d'enseignements. L'individuation suppose le lâcher-prise des idéalités et le courage d'habiter le réel. En amour, cela signifie accepter l'autre tel qu'il est et accepter simultanément notre imperfection. Cette acceptation mutuelle crée un champ où la transformation peut éclore, où les masques tombent et l'âme se révèle. Beaucoup de relations ne résistent pas à cette profondeur. Elles se dissolvent face à l'ombre ou à la désillusion. Mais celles qui perdurent, celles qui embrassent le chaos comme partie intégrante du processus, deviennent de véritables laboratoires de l'âme. Chaque geste, chaque mot, chaque silence y recèle un potentiel d'illumination. L'amour n'y est plus une quête romantique, mais un chemin archétypal, un parcours symbolique vers notre vérité essentielle. Quand on affirme que rien ne saurait empêcher la fusion de deux âmes destinées, on ne parle pas de romantisme naïf, mais d'une réalité archétypale. Quand deux êtres sont mûrs pour un amour conscient, profond et transformateur, l'univers psychique conspire à leur rencontre. Les obstacles extérieurs se mutent en défis intérieurs, la distance devient métaphore et le temps se plie à l'âme. Alors, la relation cesse d'être une simple histoire d'amour pour devenir un mythe personnel, la preuve vivante que l'amour est, oui, un chemin d'individuation, peut-être le plus beau et le plus puissant de tous. Ce qui ressemble à la rencontre de deux personnes est en fait un retour vers nos parts les plus profondes. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que l'amour qui unit les âmes n'est pas le fruit du hasard, mais un mouvement archétypal, déclenchant des forces inconscientes majeures, projection, ombre, polarités internes et, surtout, appel à la plénitude. Quand un lien est authentique, il dépasse la surface et invite à la transformation. Il défie l'ego, déchire les illusions et pointe, en silence, vers le self. Rien ne peut empêcher l'union de deux âmes qui se reconnaissent au-delà des façades. Ce type d'amour n'obéit ni au temps, ni à l'espace, ni aux conventions. Il obéit à la conscience. Il faut du courage pour aimer ainsi, pour se voir dans le miroir de l'autre et accepter de s'y confronter. Mais quand on relève ce défi, la relation devient un sanctuaire vivant, où le sacré se manifeste à travers l'humain. Si ce voyage vous parle, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sait que l'amour est bien plus qu'un sentiment. C'est un chemin. Et restez pour la vidéo qui s'affiche à l'écran. Votre âme pourrait vous y attendre.